La revue de presse internationale d'Hélène Frade. On commence à Astana, au Kazakhstan, où les émissaires de Bachar el-Assad et les rebelles syriens, on le disait dans le journal, ne vont finalement pas négocier directement, en tout cas pas ce matin. Parrainé par la Russie, le rendez-vous se tient par ailleurs en l'absence de délégation américaine, relève Russia Today, qui rapporte que les États-Unis, comme la France et la Grande-Bretagne d'ailleurs, seront simplement représentés par leur ambassadeur au Kazakhstan, officiellement pour des raisons liées à la passation de pouvoir outre-Atlantique, selon la Maison-Blanche. Alors que l'opposition syrienne apparaît plus que jamais divisée, Sputnik News s'interroge sur les intérêts communs que pourraient avoir le régime et les rebelles. Le site russe soutenant que le président syrien, comme l'opposition, pourrait parvenir à s'unir contre l'ennemi commun que serait le groupe État islamique, affirmant au passage que l'opposition politique à Bachar el-Assad ne dispose d'aucun soutien solide sur le terrain. Je cite: quoi qu'il en soit, le quotidien libanais Al-Akhbar assure pour sa part que Moscou, Téhéran et Ankara se sont déjà mis d'accord pour faire aboutir ces négociations et montrer que ce sont bien eux qui détiennent les clés de l'avenir de la Syrie. Aux États-Unis, Donald Trump a commencé à poser les premiers jalons de son mandat. The New York Times évoque un premier week-end mouvementé pour le nouveau président américain qui aurait semé le trouble jusque chez ses plus hauts collaborateurs. Ces 2 premiers jours à la Maison-Blanche se sont déroulés de la même façon qu'il a mené sa campagne, résume le journal, avec des messages énervés sur Twitter, une obsession familière pour les insultes, une série de méandres et parfois des déclarations fausses, le tout conduisant à des tentatives pour réparer les dégâts. Le problème, c'est que ce qui fonctionne pour entrer à la Maison-Blanche ne fonctionne pas toujours une fois qu'un candidat y est parvenu, prévient The New York Times, tandis que The Daily Beast accuse l'administration Trump d'avoir commencé ce mandat par un gros mensonge à propos d'une petite chose, la déclaration samedi du porte-parole de Donald Trump, qui s'en est pris aux journalistes en dénonçant des tentatives honteuses, je le cite, de minimiser le succès populaire de la prestation de serment du nouveau président. Ce fut la plus grande foule jamais vue lors d'une investiture. Point barre, a affirmé Sean Spicer, sans toutefois fournir d'éléments appuyant ses dires. Nous allons demander à la presse de rendre des comptes, a-t-il menacé, prévenant que les Américains méritaient mieux et que tant qu'il sera le messager d'un mouvement, Donald Trump s'adressera directement à eux. Je cite toujours le porte-parole, qui a ensuite refusé de répondre aux questions des journalistes. Tout est-il une simple question de point de vue? Pas sûr, en tout cas, Pauline, que ces 2 photos publiées par The Independent suffisent à convaincre l'équipe de Donald Trump. À gauche de l'image, les spectateurs rassemblés pour sa prestation de serment vendredi dernier, et à droite, la foule qui était réunie pour voir Barack Obama prêter serment en janvier 2009. Comment dit-on déjà, il n'y a pas photo. La preuve par l'image. Donald Trump qui a notamment critiqué sur Twitter ces manifestations qui sont déroulées au lendemain de son investiture. J'ai regardé les manifestations hier, mais j'ai comme l'impression que nous venons d'avoir une élection. Pourquoi ces gens ne sont-ils pas allés voter, s'est-il interrogé, estimant que les célébrités qui s'étaient jointes à ces manifestations avaient fait beaucoup de mal à leur cause, je le cite. Mais les Américains et les vedettes de cinéma ou de la chanson n'ont pas été les seuls à descendre dans la rue pour dire leur opposition à Donald Trump, rappelle The New York Times, qui rapporte qu'outre les centaines de milliers de personnes qui ont manifesté samedi à Washington pour soutenir les femmes et soulever un mouvement de contestation, des milliers de manifestants, on le voit, se sont rassemblés un peu partout dans le monde, à Nairobi au Kenya, à Durban en Afrique du Sud, mais aussi à Londres où plus de 100 000 personnes ont défilé. Et à Paris, où plusieurs milliers de manifestants ont rejoint le mouvement sur la place du Trocadéro. Et puis Donald Trump, Hélène, qui se présente lui-même comme un bourreau de travail, n'appréciera sans doute pas ces recommandations publiées dans The Guardian. Le consultant dans la Silicon Valley et prof à la très prestigieuse université de Stanford, Alex Sungjung Kimpang, signe un ouvrage intitulé « Le repos, pourquoi on obtient plus de résultats en travaillant moins ». Il milite en faveur d'une limitation du temps de travail et d'une augmentation du temps consacré au repos, car, dit-il, ces 2 paramètres conjugués permettent d'accroître la créativité et la productivité. Recommandation que je vais m'empresser de suivre de ce pas. Bonne journée à tous, au travail ou ailleurs. Merci Hélène, si vous avez fini votre journée de travail, ce n'est pas mon cas.